peut lancer la conférence. Donc, bonsoir à tous, je suis Christophe Aubriet, membre de l'ACB. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire. Donc, on est un peu plus de 25 personnes connectées tous ensemble. Nous sommes heureux de pouvoir vous faire bénéficier de ces webinaires. On est parti sur, donc c'est tout nouveau, mais c'est dans notre mission de soutien aux entrepreneurs avec l'ACB, on a décidé de mettre ça en place avant le déconfinement. L'idée étant de balayer un petit peu ce premier trimestre, premier semestre, d'un point de vue nouvelles technologies et tendances des nouvelles technologies avec l'impact qu'a le Covid-19 sur tout cela. Donc il y aura 3 webinaires, le premier étant ce soir sur les grandes tendances avec un retour sur le Covid-19 et l'impact que ça aura sur l'environnement. Demain, nous en aurons un second qui parlera de l'impact du Covid-19 et de la crise sur les activités des entreprises et comment s'adapter pour pouvoir maintenir son activité. Et enfin, jeudi, on continuera et on bouclera ce cycle de 3 webinaires avec l'humain au centre de tout, comment l'humain doit se réadapter après les structures et les organisations. Pour commencer, je vais donner la parole à Gaël Patou, qui est notre président et qui nous a permis d'organiser tout cela. Donc Gaël, je te donne la parole avec grand plaisir et je suis heureux de te retrouver ce soir. Merci Christophe, ça fait plaisir parce que du coup, après cette période un petit peu compliquée, on a décidé avec plusieurs membres de l'ACB et en plus avec ta proposition, Marc, d'être actif. Hein, ce que je disais sur LinkedIn, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc je pense qu'il faut que l'ACB soit active, proactive, à la fois pour s'informer, à la fois pour se retrouver parce que les chefs d'entreprise sont souvent très seuls. Et la force d'un réseau, c'est de pouvoir compter les uns sur les autres et de ne pas être isolés. Donc ça, pour nous, c'est primordial. Donc on va utiliser les moyens modernes, notamment avec cette application Zoom je dirais, qui cartonne un peu pendant cette période. Et on est en train de monter tout un programme effectivement à la CB pour rentrer dans cette nouvelle phase. Donc avec déjà ces 3 premiers webinars, on n'oublie pas des actions solidaires, mais ça on vous en parlera un petit peu plus tard. Enfin, il y a pas mal de choses qui se filent. Donc en tout cas, on va être actif, réactif, proactif. Hein, voilà, on est sur le pont et tous solidaires. Et n'hésitez pas entre membres à aller sur l'annuaire. Alors notre annuaire est un peu vieillot, mais malgré tout, il peut être utile. Allez voir les membres du réseau, appelez-les, appelez-vous, aidez-vous, soutenez-vous. Il n'y a pas de... Il faut utiliser toutes les possibilités d'échange et de partage en ce moment. En tout cas, merci les garçons, merci Lionel, merci Mathieu, merci Christophe. Et puis c'est parti pour une quarantaine de minutes sur les interactions Vegas Covid. Là, tu m'intéresses quand même. Au boulot, les garçons. C'est parti, on est armé. Alors j'ai oublié de présenter Marc, effectivement, parce que j'étais en train de discuter avec lui avant qu'on lance la réunion. Donc Marc Beauvieux nous a rejoint aussi. On a tous les deux travaillé à organiser cela. Et merci beaucoup Marc pour ton aide. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Mathieu Lionel, pardon, vous êtes allé au CES en 2020. Je vous soupçonne d'avoir ramené un petit Covid avec vous dans les bagages. Hein. Donc, on a commencé cette année avec le CES, parce que ça a lieu en janvier chaque année à Las Vegas. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les grandes orientations, les scoops, en fait, hein, les grandes tendances du CES 2020 avant l'avant-Covid, hein. Quelles étaient les grandes orientations, les grandes tendances que vous avez détectées en ce début d'année? Lionel, je te laisse la main ou est-ce que j'y vais? Ouais, c'est un peu compliqué à distance. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, d'abord, c'est vrai que non, on est revenu avec rien du tout, mais nous, on a de la chance. On y va, c'est vrai, tous les ans. Et c'est un petit peu un défaut que l'on a. On passe assez peu sur un hall qui est le hall sud
du LVCC, donc du Las Vegas Convention Center, qui regroupe essentiellement les sociétés asiatiques. Alors peut-être que voilà, c'est pour ça qu'on est revenu finalement en pleine forme et que l'on n'a pas eu, la grosse grippe que certains ont eu et qui finalement était peut-être le Covid qui commençait déjà à traîner à Las Vegas début janvier. Qu'est-ce que l'on a vu cette année? Il faut dire que le CES, d'abord, c'est une institution, puisque ça fait 52 ans que c'est que ce show a lieu, non pas à Las Vegas, mais aux États-Unis, à Las Vegas depuis pas mal d'années. Et c'est vraiment un marqueur pour l'électronique grand public, mais depuis quelques années, c'est devenu un marqueur très transverse sur globalement l'innovation, et notamment l'innovation qui s'appuie sur les réseaux, donc qui s'appuie sur Internet. C'est notamment ce que l'on a pu observer. Par contre, on va donner, pour tous ceux qui n'y sont pas allés, on va juste donner une petite vue générale du nombre de participants qui est relativement limité, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire 195 000, 200 000 participants, c'est-à-dire de visiteurs en fait. C'est peut-être pas énorme, mais il faut savoir que Las Vegas, c'est une ville qui a aux alentours de 150 000 chambres d'hôtel, à comparer à Paris qui en a moins de 100 000. Et là, ils sont quand même un peu pleins pendant cette séquence. Alors, c'est surtout des sociétés qui viennent du monde entier. La France y est particulièrement bien représentée depuis l'avènement du label French Tech, il y a maintenant quelques années, et notamment par beaucoup de startups, même si cette année, elles étaient un petit peu moins nombreuses qu'en 2019, qui avaient formé probablement un point culminant sur la présence française. Ce que l'on trouve essentiellement à Las Vegas, évidemment, c'est une représentation de tout ce qui se fait ou de tout ce qui va se faire en termes d'électronique grand public. Ce n'est pas forcément un salon que l'on pourrait comparer à celui européen qui est un peu plus vieux que lui, qui s'appelle l'IFPA et qui se passe à Berlin, puisque lui, c'est véritablement un salon des produits qui sont commercialisés au moment. Alors cette année, évidemment, il n'aura pas lieu, hein, Covid oblige, puisque tous les salons ont été tous déprogrammés. Et très probablement, même si l'annonce n'a pas été officielle, Christophe était d'accord avec nous pour dire que l'édition 2021 n'aurait probablement pas lieu au niveau du CES à Las Vegas, Covid oblige. Mais donc, c'est vrai que c'est un salon qui est différent parce qu'il accueille beaucoup plus de sociétés qui sont dans une forme de dynamique, une dynamique qui est une dynamique entre guillemets d'innovation, de nouvelle agrégation de technologies. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a 2 ans, ils avaient commencé à nous mettre sur la voie de la résilience. Et c'était la première fois que le CES s'intéressait un petit peu à ce qui allait peut-être pouvoir être les outils d'après. Cette résilience, on l'entendait évidemment beaucoup parler autour de tout ce qui pouvait être sécurité des données, tout ce qui était dans le numérique, tout ce qui était dans les réseaux. Mais on verra que cette année, cette résilience a passé un cap supplémentaire. Un petit retour sur les grandes thématiques qu'il y a eu au CES et les grandes annonces. Alors, pas forcément des annonces, mais les années qui ont marqué le CES en termes d'électronique grand public. Et comme vous pouvez le voir, alors c'est vrai que cette illustration date un petit peu puisqu'elle date de 2017. Mais ce qui est intéressant dans cette illustration, c'est qu'il y a une rupture à partir de 2010, c'est que la rupture à partir de 2010, elle est liée vraiment à l'arrivée massive d'outils qui sont des outils de réseau, qui sont des outils connectés en permanence, à commencer par les smartphones qui ont été véritablement adoptés depuis 2 ans quand on arrive à l'étape 2010. Et à partir de ce moment-là, on a l'arrivée d'objets connectés, l'arrivée de sociétés qui agrègent des technologies pour pouvoir proposer des offres qui seront des offres, alors pas forcément en ligne tout le temps, puisqu'on voit qu'en 2017, on voit les premières voitures autonomes apparaître et aujourd'hui, certains appellent le CES le Consumer Electronic Show. Donc, il est important, quand on va au CES, d'avoir une grille de lecture et je sais que Mathieu est assez friand de cette grille de lecture qu'il va vous présenter. Merci Lionel. Donc, bonjour à tous. Ravi de partager un moment sur le CES, qui est le plus beau salon, à mon sens, de l'année, qu'on vit avec Lionel tous les ans. Et comme il le dit très bien, j'aime bien mettre les choses dans des cases. Et naturellement, ce n'est pas facile quand on visite un salon aussi grand qui traite d'autant de thématiques, à la fois des verticales et des horizontales, comme on le verra dans un instant, de bien relier les choses, parce que ce n'est pas un salon qui va vous donner les tendances, c'est un salon par lequel il faut interpréter les tendances.
beaucoup échanger, discuter et contextualiser tout ce que vous voyez pour essayer d'en découvrir des choses. Alors, c'est le modèle qu'on applique, hein, c'est la matrice d'analyse qu'on applique chez Altran et qui nous permet de bien caser les choses de manière à ce qu'on considère aujourd'hui qu'une technologie qu'elle soit verticale ou qu'elle s'implique, qu'elle s'instaure dans une horizontale d'usage, hein, verticale technologique, IA, 5G, etc., horizontale d'usage, Smart City et compagnie dont on va vous parler, doit s'inscrire dans un contexte global qui est celui à la fois des facteurs économiques, qui sont tout un ensemble de choses comme le talent, la globalisation, la polarisation des pôles économiques, la technique à proprement parler, donc c'est là qu'on va retrouver la 5G, la machine, les interfaces homme-machine, etc. Et tout ce qui va concerner le public, donc là c'est l'utilisation, la user experience, etc. Et tout ce qui va concerner le public policies en général, donc le politics, dans lequel on va devoir interagir avec le régalien. Et quand on arrive à prendre un stand, une technologie, une nouveauté, et à l'extrapoler dans cette grille d'analyse, naturellement, on a un niveau de lecture qui nous permet, en plus avec les années et le recul sur ce salon, d'interpréter ce que seraient potentiellement les tendances au prisme du CES. Et c'est comme ça qu'on interprète avec Lionel beaucoup de choses et qui fait que le rapport que l'on sort tous les ans, plus le livre, nous permet justement de continuer à approfondir ce que le CES peut nous offrir en termes de perspective sur l'année qui vient. On donne un panorama du contexte global, peut-être? Oui, c'est intéressant de faire le panorama du contexte global parce que d'abord, c'était le premier CES d'une nouvelle décennie, puisque c'était janvier 2020. Alors, cette nouvelle décennie, c'est vrai qu'elle s'était ouverte en fanfare, ou tout du moins, on essayait, nous, de contextualiser quand on a fait nos premières présentations sur place sur ce que venait de vivre finalement la planète tech pendant cette dernière décennie, donc la décennie 2010. La décennie 2010, c'est essentiellement une décennie où les utilisateurs armés de leur passe magique qui est le smartphone, ont voté massivement pour ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM, c'est-à-dire bien sûr Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et finalement, comme le disait d'ailleurs en 2018 Tim Berners-Lee, on a observé pendant cette dernière décennie, on a observé une forme de privatisation de l'Internet. Alors, ce n'est pas tout à fait le mot privatisation, il faudra le mettre entre guillemets, mais on a ressenti sur ce CES 2020, finalement, en périphérie, des GAFAM qui commençaient à faire un profil un peu plus bas. Et puis, tout ça a été lié malgré tout à une année 2019 que l'on pourrait appeler une année sous le signe de Greta, c'est-à-dire sur le signe d'une prise de conscience écologique, notamment de l'ensemble d'une population qui est la population des générations Z, qui sont aujourd'hui des électeurs, puisqu'ils sont nés autour de l'an 2000. Ils sont aujourd'hui des électeurs et ils poussent tout doucement ce que l'on pourrait appeler les baby-boomers à l'extérieur du jeu, et c'est eux qui commencent à prendre le pouvoir. Il y a eu d'ailleurs, dès janvier 2020, des retours sur une baisse déjà de la fréquentation en termes de place dans les compagnies aériennes, parce que cette perception a été très présente. Et donc, on a regardé déjà à l'époque, et puis on ne se rendait pas compte de ce qui allait nous tomber sur le coin de la tête comme on l'a aujourd'hui. On avait déjà regardé à l'époque ce qui était présenté sous un regard qui était davantage orienté vers l'humain, orienté vers une forme de prise de conscience qui ne soit pas de la com. Hein, c'est pas du greenwashing, c'est de la responsabilité, c'est de la résilience, c'est être plus sobre en consommation, c'est-à-dire si on sort des puces, on en verra quelques-unes probablement, on essaye de sortir des puces ou des processeurs qui soient plus sobres en termes de consommation. On sait que vont arriver certaines technologies comme la 5G qui vont permettre de connecter énormément d'objets, de petits objets, certes avec un périmètre de fonctionnalité assez étroit, mais qui de toute façon devront trouver une énergie permanente et avec une consommation extrêmement faible si on veut que ces objets soient véritablement efficients. Donc, on avait ça en sous-jacent. Et quand on arrive avec l'événement qui est l'événement sanitaire aujourd'hui mondial, eh bien, à cette lumière, on peut faire le rapprochement. C'est pour ça que peut-être avec une promesse, je ne sais pas, vous nous le direz après, surévaluée, on peut-être regarder un certain nombre d'innovations ou un certain nombre de propositions de produits ou de valeurs à
à l'ombre de la crise sanitaire qui nous touche aujourd'hui. Donc là, on est sur véritablement un premier mouvement sur 2020 qui nous montre que les choses avaient, dans la tête d'un certain nombre d'entreprises, déjà changé pour s'adresser avec un nouveau langage et un vrai langage sur plus d'efficience, même si ce langage peut être parfois un paradoxe, puisque les consommateurs qui sont ces consommateurs de la génération Z veulent être plus verts, veulent de l'économie circulaire, mais ça n'empêche qu'ils utilisent des adblockers, éventuellement seraient tentés par une monnaie cryptée ou une valeur cryptée, une crypto-asset, comme le Bitcoin qui utilise beaucoup de térawattheures. Hein. Donc, il y a aussi, tout n'est pas rose au pays de la tech. Mais en tout cas, il y a une pression économique et on peut avoir cette grille de lecture. Et justement, alors dans ce cas-là, si on en vient à ces événements, à cette tendance, à cette génération Z, tu parlais des GAFAM, justement, les GAFAM, on ne les a pas tellement vus actifs pendant cette crise, et ils ont été d'ailleurs critiqués sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme impact, justement, par rapport à ce que vous venez d'indiquer sur ces grandes tendances et ces choses qui sont dans l'ombre? Qu'est-ce qui devrait ressortir suite à cette crise du Covid et à l'impact, enfin, à toutes les implications sanitaires, de vie, enfin, voilà, qu'on peut détecter? Alors, si on regarde bien, en fait, tout à l'heure, Lionel a parlé de résilience, qui est un mot qu'on entend beaucoup depuis quelques années, qui a pris deux tournures, la tournure de 2018-2019 et la tournure de 2019-2020. Tournure de 2018-2019, c'était la résilience plutôt d'un niveau d'ordre technologique. On parlait notamment de la technologie au service de l'homme pour répondre à des cas d'urgence. Est-ce que la technologie va être au rendez-vous? Et cette année, c'est vraiment la technologie, OK, c'est une base, mais c'est une résilience plutôt au service de l'urgence climatique qui est née. Et c'est de là qu'on va pouvoir peser l'ensemble des éléments. Sous-jacent à cela, on va retrouver bien entendu la 5G, l'IA, les capteurs, la capacité technologique à proprement parler, et puis ensuite toutes les autres couches que l'on va pouvoir retrouver, que ce sont le 3D printing, que ce soit les différentes réalités qui existent, qu'elles soient immersives, etc. On vous en parlera. Donc, naturellement, en fait, après, vont poser là-dessus tout le reste, ça veut dire l'ensemble des verticales et horizontales que l'on connaît, Smart City, Health Tech, etc., qui vont se reposer leur base sur en fait, ce sous-jacent technologique prégnant, résilience tout en haut, et ensuite appuyer là-dessus la capacité de l'IA, qui est au niveau notamment des GAFAMI, un niveau capacitaire. Hein, quand on voit AWS, Azure, etc., on est vraiment sur des briques logicielles qui utilisent un niveau capacitaire intelligent, la 5G, les capteurs et les chipsets. Donc, tous ces éléments nous permettent aujourd'hui finalement d'entrevoir une certaine vision de ce que pourrait être la vie de demain au travers notamment de Samsung. Alors Samsung, c'est un projet qu'ils ont présenté qui a beaucoup fait triper Lionel. Il m'en a parlé longtemps, il était connecté parce que le site web sortait à minuit le premier jour du CES et ils ont présenté Néon. Alors Néon AI, c'est une technologie qui repose sur l'intelligence artificielle et qui va permettre en fait d'interagir avec un avatar 3D ultra réaliste, comme si on était vraiment devant un être humain, et qui va permettre, c'est une spin-off filiale labo de recherche qui s'appelle Pranav Mistry, qui est le directeur de recherche en fait, tout simplement de cette spin-off de Samsung, et qui va en fait offrir cette capacité d'interagir avec un être humain presque réel alors que c'est un avatar. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup. Globalement, ce sont des éléments qui nous apportent une forme presque ultime de la distanciation sociale que l'on pourrait avoir, où chacun va pouvoir interagir avec l'avatar de l'autre. Ça me rappelle un film, ça, avec Bruce Willis, d'ailleurs, à l'époque. Et c'est presque une vision dystopique. Au bout d'un moment, c'est à quel niveau est-ce qu'on va se black mirroriser dans la société pour éviter de tomber dans un sentiment anxiogène constant face à ce que pourrait nous offrir le monde de demain, parce qu'on va avoir cette distanciation. Alors, Néon on a parlé Néon AI énormément. Tu peux parler d'ailleurs de la vallée de l'étrange quand tu vas rebondir sur le prochain exosquelette, Lionel. Mais globalement, ça c'est un projet en tout cas qui, au niveau capacitaire chez Samsung, intelligence artificielle, a beaucoup séduit puisque ça mixe l'IA et la réalité augmentée. Je crois qu'il y a un exosquelette également qui t'a beaucoup plu, Lionel, et qui est l'exosquelette également de Samsung.
Oui, alors ça, c'est un exosquelette qui est, je ne sais pas, on doit pouvoir faire tourner la petite vidéo, voilà, c'est ça. C'est très, très court, hein. Donc, vous avez une jeune femme qui est chaussée de lunettes de réalité augmentée. Elle est équipée d'un exosquelette et en fait, elle fait de la rééducation à distance. Alors, indépendamment, on est d'accord que l'ultime distanciation sociale sur l'écran précédent, sur lequel tu es resté extrêmement peu, puisque finalement, tu étais resté sur l'écran Samsung. Vous avez peut-être, on peut revenir sur l'écran précédent. Comme ça, les personnes pourront facilement imaginer tout ce que tu disais sur Néon AI. Mais là, on voit très bien que l'exosquelette, dans la petite animation qui suivait tout à l'heure, enfin il y a un instant, est véritablement l'outil qui va permettre à l'utilisateur de peut-être faire un programme de rééducation, mais va permettre de le faire chez lui sans aucun contact avec une personne extérieure. On avait vu déjà les projets avec les Magic Leap autour de BNP Real Estate avec des réunions virtuelles, c'est-à-dire que tout le monde était autour des tables, mais finalement, on voyait ses interlocuteurs autour de la table qu'à travers les lunettes, parce que finalement, autour de la table, il n'y avait personne, il n'y avait juste que les différents participants qui étaient dans différents lieux. Donc là, on est dans le mix de la distanciation sociale, un peu dystopique, il faut quand même l'avouer, et puis le télétravail ou la téléprésence ou le télécoaching qui est la démonstration. Alors, attention, ça c'était juste une démonstration relativement fausse puisque Samsung avait quand même annoncé que ça ne serait pas prêt avant 2 ans. Ce qui est intéressant pour répondre aussi à ta question, Christophe, c'est que ce qui peut avoir changé, parce que là, pour le coup, on ne le sait pas forcément, on reste et on rentre maintenant dans la conjecture, ce qui peut avoir changé avec l'arrivée d'une pandémie, même si un certain Bill Gates en parlait déjà en 2015, parce que c'est la structure aujourd'hui des sociétés et la croissance des métropoles qui pousse à cette fragilité, enfin qui affiche cette fragilité. Ce que l'on peut dire, c'est que probablement qu'un certain nombre de programmes seront boostés pour pouvoir répondre à certaines formes de résilience, que ce soit des résiliences en entreprise, où l'entreprise se dit « je dois pouvoir continuer quoi qu'il arrive, même s'il y a une crise sanitaire », et que certains projets pourraient éventuellement être plutôt mis de côté par les investisseurs. On a bien vu d'ailleurs depuis le début de cet événement de santé internationale qu'il y a des sociétés dans certains domaines dont les actions sont véritablement montées en flèche. Donc, on peut largement imaginer que dans le cadre de sociétés qui sont sur l'innovation et notamment sur ce que l'on vient de voir au niveau de Samsung, certains projets seront poussés et d'autres ne seront pas forcément mis en exergue où le focus ne sera pas fait sur eux. C'est intéressant d'ailleurs d'aller regarder les sous-jacents technologiques justement pour se dire, bah, tiens, finalement, est-ce que, par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, est-ce que l'on a déjà des briques qui sont des briques qui nous permettront d'aller un petit peu plus loin et plus vite pour répondre justement à des besoins qui seraient des besoins naissants et qui seraient indispensables à mettre en œuvre rapidement pour pouvoir se prémunir de certaines séquences, comme des séquences d'épidémie, comme on vient de le vivre ou comme nous le vivrons encore pendant plusieurs mois. Ok, alors comme on parle des sociétés, pardonne-moi Mathieu, comme on parle des sociétés, là tu en parlais, il y a des choses qui vont sûrement ressortir et être utilisées. On voit que le tourisme, l'automobile, l'alimentation, enfin, le retail, enfin, il y a pas mal de secteurs qui étaient justement très, très sollicités en termes d'innovation et notamment au CES. Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que pour eux, ça va être plutôt justement, ça marque l'arrêt de l'innovation ou au contraire un rebond, une accélération par rapport à ces sous-jacents, par rapport à tout ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la crise du Covid amène en fait les sociétés à devoir réagir. Elles sont au pied du mur et doivent naturellement continuer. Donc, il y a un besoin très rapide de devoir s'appuyer sur des briques existantes qui permettent d'accélérer encore plus vite et de diminuer le time to market. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce qui existe sur le marché. Au niveau des sous-jacents technologiques, avant qu'on puisse aller sur des marchés plus globaux qui reposent là-dessus, sur le CES, on a pu voir notamment BFC, qui dans un aspect résilience et un aspect praticité est une pile que vous voyez ici, qui est à base de papier, qui est jetable et donc qui va à terme remplacer les batteries au lithium
et qui peut notamment être intégré par défaut dans les dispositifs médicaux ou biomédicaux. Donc, on va se charger d'utiliser ce type d'éléments déjà existants, les intégrer pour aller plus vite plutôt que d'essayer souvent de redévelopper ou de trouver d'autres solutions marché. Il y a une autre innovation qui est intéressante. Lionel, tu vas peut-être en parler, qui est Atmosic Technologies, qui a développé ce nouveau socket basé sur le Bluetooth. Oui, c'est-à-dire que là, on est sur un socle qui est basé sur le Bluetooth, essentiellement à destination des objets connectés. L'idée, c'est évidemment de pouvoir répondre à des besoins qui sont de l'émission de faible puissance, puisqu'on est sur des objets connectés qui peuvent participer, alors quand on parle de santé, à de la captation ou de la télémédecine, ou de la j'ai oublié le nom, c'est pas grave, mais de la captation d'informations biométriques directement chez le patient sur des dispositifs qui pourraient être des dispositifs ultra portables, donc quasiment sans être invasifs. Et donc là, on est sur des puces qui sont à la fois puissantes, mais qui ne nécessitent pas beaucoup d'énergie. Et celle-ci, sa promesse, c'est même de ne pas nécessiter d'énergie du tout, parce que par un système de récupération d'énergie, elle se réveille au moment où on a besoin de ces services et elle fait de la récupération d'énergie entre-temps. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, je serais bien incapable de vous le détailler très précisément, mais voilà des éléments qui rentrent dans des sous-jacents qui pourraient permettre demain d'aller plus loin, notamment avec des objets connectés. L'autre élément qui est intéressant pour terminer sur les sous-jacents, il y en avait des centaines, hein, donc on vous en a sélectionné 2 ou 3, et c'est cette puce neuromorphique, la Halo 8, qui est aussi performante que le niveau capacitaire que pourrait nous offrir un data center, est directement intégrable dans un device. Donc on imagine qu'on va embarquer de plus en plus une intelligence logicielle directement dans un chipset qui va nous permettre en fait de récupérer et d'analyser directement dans le dispositif médical, que ce soit IoT ou autre, hein, peu importe, un traitement algorithmique, ce qui va éviter de cloudifier l'ensemble de la data pour la monter. Donc, on a de la résilience à tous les niveaux et ça s'inscrit ensuite, ça se matérialise dans des dispositifs plus larges comme on peut les avoir notamment. Alors, au niveau de la santé, on vous a sélectionné Bodio. Bodio qui est intéressant à plein d'égards parce qu'il va vous permettre dans cette capsule de rentrer directement, et on voit bien aujourd'hui que ça pourrait être utile dans le terme de suivi des pathologies chroniques ou de la santé d'une population. On va prendre 19 mesures sur l'être humain en moins de 10 minutes sur des indicateurs de santé qui sont vitaux. Donc on est dans du véritable monitoring de la santé qui permet d'avoir une picture globale de l'état de santé d'une personne à l'instant T en ayant passé quelques minutes dans une cabine qui pourrait être à disposition en libre service dans des collectivités territoriales, dans des pharmacies ou autres, par exemple. Il y a un autre projet par rapport aux villes polluées que je sais que Lionel a bien fait rigoler, qui est notamment cet objet que je te laisse présenter. Oui, alors là, quand on a vu cet objet, alors il était déjà présent l'année dernière dans une version qui avait l'impression de sortir d'une imprimante 3D. Là, c'est une version un peu plus finalisée. On a des petits ventilateurs qui filtrent l'air, et là, évidemment, vous imaginez hein, que le masque chirurgical est très, très loin derrière nous avec ce type de dispositif. L'idée, c'est évidemment de répondre à cette génération de la peur. Alors, c'est une société qui est évidemment des démonstrateurs asiatiques à la base. Cette inquiétude, cette angoisse sur la pollution des villes. Mais là, je crois qu'on atteint une forme de point Blade Runner hein, quand la réalité rejoint la dystopie. Mais en tout cas, à la lumière de ce qui se passe en ce moment, eh bien, voilà ce que l'on pouvait aussi voir. Donc, il n'y a pas que des expérimentateurs fous dans le domaine de l'électronique grand public. Il y a aussi dans le domaine de la santé des systèmes qui s'agrègent et qui viennent trouver ou apporter des solutions au plus proche de certaines préoccupations. Et la préoccupation des villes polluées, on sait à quel niveau elle se situe, notamment dans le sud-est asiatique, même si nous, on est beaucoup, beaucoup moins sensibles en Europe, voire en Occident globalement à ce type de fait. Et pour conclure sur ta partie, notamment retail, alimentation, etc., parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps, est-ce qu'il y a eu un arrêt ou est-ce qu'il y a eu un rebond? Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'arrêt à proprement parler. Et il y a toujours eu des levées de fonds en mars, il y aura toujours des levées de fonds en avril au final. Quand on va faire le point, il y en aura aussi en mai. Ça ne s'arrête pas. Et notamment, on a pu voir une autre société qui était intéressante sur le sujet, qui s'appelle Pastel,
qui est une serre connectée. Enfin, c'est MyFood, c'est Pastelfio qui a collaboré, qui est une serre connectée intelligente qui va utiliser en fait la permaculture classique sur l'utilisation donc d'un sol dénué de produits chimiques, en travaillant notamment l'aquaponie, donc avec un contrôle du pH qui est constant et qui, grâce à différents capteurs, va permettre à cette solution globale qu'est MyFood finalement de contrôler la température, l'acidité et l'eau, tout ça à distance, et produire, en tout cas sous cette serre. On est proche des serres de cannabis. Au CES, on était vraiment dans le délire. Dans le Nevada, 2-3 c'est bon, serres à Bobo, il manquait les dreadlocks et on y était. Ouais. Et donc, en fait, et tout ça French Tech. Donc, tu vois, comme quoi, finalement, ça continue. Ils ne sont pas arrêtés. Qui va permettre de produire, c'est à peu près ce qui donne comme estimatif, entre 200 et 400 kilos de fruits et légumes par an et par serre. Donc, c'est quand même énorme. Et on est dans cette ambiance, finalement, de la résilience, de l'autosuffisance, qui fait que des solutions vont permettre à des êtres humains, finalement, pas de s'affranchir de la société, mais de se préserver d'une quelconque possibilité de manquer à un moment quelque chose et donc de survivre. C'est cet aspect résilience, finalement, qu'on a pu constater aussi. D'accord. Donc, en fait, on peut en déduire qu'il y a quand même des technologies qui sont là, qui sont à disposition de ces acteurs. Et s'ils savent les approprier, ils seront plus sujets à un rebond qu'à un arrêt. On parlait de résilience. Avec ce qui s'est passé pendant plusieurs années, là, on a parlé de Smart City, on a parlé justement on prévoit en 2050 70% de la population qui sera stockée dans les villes. Et en totale opposition, on vient de voir que tout le monde a cherché à fuir les villes, justement, avec l'arrivée du virus. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'après ce qu'on vient de vivre, comment on peut imaginer cette résilience de demain? Est-ce qu'il y a, on n'est pas en train entre guillemets, de mettre en opposition la liberté et la sécurité, justement, pour être résilient, pour pouvoir résister, pour pouvoir survivre? Qu'est-ce que vous en pensez? Ces smart cities, elles vont devenir quoi demain? Est-ce qu'on va continuer à travailler dessus? Au contraire, on va retourner vers la ruralité? C'est une vraie question aujourd'hui. Alors, par rapport à ce que tu dis, on n'a pas véritablement de boule de cristal parce que il y a plusieurs acteurs dans ce principe. Il y a évidemment les gouvernements qui peuvent inciter par des mesures fiscales et autres les personnes à essayer de désenclaver les villes. Il y a la propre réaction des habitants, on l'a vu, ceux qui ont peur et qui se promènent en permanence avec un masque dans le sud-est asiatique. Nous, on arrive parce qu'on est obligé aujourd'hui, mais eux le font habituellement parce que les villes sont polluées. Et donc, il y a une perception maintenant qui est très claire que les villes deviennent dangereuses parce que, pour y amener l'alimentation, il faut des camions, il faut des transports, que tout ça c'est compliqué et que si demain on rajoutait en plus du virus un problème d'alimentation en énergie, les villes mourraient de faim. Donc c'est vrai que les démographes, ça fait plusieurs années qu'ils nous disent que 70% de la population en 2050 sera dans les villes, alors qu'aujourd'hui on est à peu près 50% de la population. J'ai l'habitude de faire ce calcul. 50% de la population humaine aujourd'hui, c'est un peu plus de 3,5 milliards d'habitants. 50% de la population de 2050 qui est estimée à 9 milliards, c'est environ 7 milliards d'habitants. Je fais des gros arrondis pour que on puisse comprendre que finalement, on arrive à un doublement de l'occupation des villes en termes de population. Et je pense que là, aujourd'hui, avec un épisode comme on est en train de vivre, les citoyens ne le supporteront pas. Et donc, ce qui est assez intéressant, maintenant, pour sortir de la façon dont les êtres humains pourraient réagir, ce qui est intéressant, c'est de voir les projets, et notamment ce projet de Toyota, où si vous observez bien cette photo, alors bon, cette ville s'appelle la ville entrelacée, la Woven City, qui est installée. Leur projet devrait voir le jour très rapidement. Ils ont sûrement été un petit peu freinés par l'épisode, encore une fois, d'urgence de santé, mais c'est une ville qui va être implantée sur un ancien site industriel de Toyota, qui est au pied du mont Fuji, comme le montre très bien cette illustration. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous voyez, c'est que les différents immeubles, on pourrait dire, mais finalement, M. Haussmann n'aurait pas fait mieux. C'est du R+6. C'est une façon d'avoir une forme de ville qui est entre la densité et la proximité. Et là, on réinvente
des systèmes. Alors, eux, bien sûr, sont allés beaucoup plus loin. Ils ont réinventé des systèmes de transport avec un coup de génie dans le concept, c'est-à-dire que plutôt que les citoyens, comme à Paris, soient dans le sous-sol avec le métro, ce sont les marchandises qui se déplacent en sous-sol et qui sont livrées directement dans les immeubles. En surface, on a des déplacements plus doux, des déplacements autonomes avec des espaces réservés pour le deux roues, pour le piéton, pour les quatre roues. Et là, on est déjà sur une idée qui pourrait être un ensemble de briques qui pourraient être mises à disposition des villes moyennes qui finalement commenceraient à se redéployer avec de nouvelles briques logicielles et avec une nouvelle façon de penser. Là, on a un appartement où évidemment le bois est omniprésent, la dépense énergétique est minimisée pour pouvoir le chauffer. On est sur un ensemble de visions qui ne sont pas du tout, dystopiques, mais plutôt là, utopiques, avec une réalité qui pourrait être très vite mise en œuvre, c'est-à-dire les différentes briques. Alors là, on voit des transports autonomes, mais vous voyez, on est sur une ville qui est humaine et non plus, on n'a pas retenu les slides, mais à l'opposé, un projet qui était le projet de la société Hyundai qui imaginait des drones autonomes qui survolaient des gratte-ciel de 50, 100 ou 150 étages. Bref, aller plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui, alors que là, d'un seul coup, on est retombé les pieds sur terre. Et ça, c'est assez intéressant pour répondre à ta question sur qu'est-ce qui pourrait faire que la ville se réinvente. Eh bien, elle pourrait se réinventer avec des briques conceptuelles telles que celles qui peuvent être imaginées pour construire cette ville version Toyota. Et ce qui est intéressant pour rebondir sur Lionel, non pas pour ajouter au propos, mais pour ajouter un élément constaté depuis 2 ans et qui s'est renforcé cette année et qui continuera sur le deuxième semestre 2020, c'est qu'on a une véritable convergence des expertises entre acteurs du marché. On a Toyota qui se met sur la Smart City, on a Uber qui se met dans le transport aérien, on a Hyundai qui se met sur l'écosystème de la mobilité dans son ensemble et non pas uniquement sur la voiture. On a une multitude de consortiums qui se créent sur les protocoles V2X, etc. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les acteurs ont compris que le silotage et la concurrence n'amenaient pas forcément la création de valeur ultime, mais qu'on est bien sur la convergence des expertises pour créer presque un nouveau paradigme concurrentiel, en tout cas sur plusieurs acteurs du marché qui feraient converger ensemble leurs offres de valeur. J'ai une petite question, puisqu'on est entouré de… Après, j'ouvrirai les questions-réponses, j'en ai une ou deux. Pour conclure, puisqu'on est entouré d'entrepreneurs et qu'on a des personnes qui sont souvent dans le management et les directions des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil, justement, pour être… parce que là, en fait, les salons vont peut-être… le CES auquel vous vous rendez, l'IFA et tout ça, sont des plateformes qui vous permettent de découvrir les innovations. Quel conseil vous pourriez donner aux entrepreneurs et aux personnes qui nous écoutent pour justement être en éveil, puisque aujourd'hui on a bien compris qu'il allait être nécessaire qu'ils s'adaptent, qu'ils se transforment. Donc comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact, comment ils peuvent se sensibiliser à ces innovations et à ces nouveautés pour être toujours avant-gardistes en fait. J'y vais, tu y vas. Je peux y aller. Vas-y, Mathieu, je te sens bien. Alors, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs regards. Moi, je peux porter le regard, en tout cas, qui est le mien, après 10 ans d'indépendant et puis plusieurs années ensuite chez Altran. Donc, j'ai les deux regards, les deux visages. La veille, et on la pratique à deux avec Lionel parce que c'est un véritable full-time job, où elle s'articule de deux manières. La première manière, c'est le sourcing de l'ensemble des informations que l'on peut collecter auprès des acteurs du marché. Ces acteurs, ils sont de deux ordres, les startups et puis les grands groupes. On les rencontre principalement au travers des salons que nous visitons. Cette année, c'est un peu exceptionnel, mais quand on fait à la fois le CES de Las Vegas, qu'on enchaîne, alors soit sur le NRF, ça dépend des années, soit sur le Mobile World Congress de Barcelone, puis ensuite le South by Southwest, puis Vivatech, puis l'IFA de Berlin, puis ensuite le Web de Lisbonne ou autre, on a déjà une vue panoramique assez large et la possibilité de rencontrer des acteurs qui nous intéressent et qui nous permettent de maturer une réflexion ou une piste de ce que l'on pourrait ressentir comme étant un signal froid à creuser, puisque dans les années à venir, ça va pousser. Donc la première des choses, c'est qu'on ne peut pas veiller à distance à 100%, ça n'existe pas. On ne peut veiller que quand on est actif dans sa veille. Être actif, c'est visiter des salons comme on le fait,
participer ou donner des conférences. On en donne énormément avec Lionel, que ce soit sur le CES, que ce soit sur Vivatech ou autre. Donc, on a déjà cette capacité à intégrer de l'information et à la traiter. On la traite aussi en restitution, sous forme de rapports, sous forme de livres, notamment celui du CES que l'on sort tous les ans, qui nous amène aussi à nous forcer presque à travailler ce regard plus analytique qui est incontestablement une force, parce que dès qu'on doit traiter d'un sujet, le contextualiser, le mettre finalement dans le prisme de la société dans laquelle nous vivons, par rapport aux contraintes de transformation qu'ont les entreprises, naturellement, voilà, la veille, elle est clé, mais elle ne se fait pas que par Internet ou que par des solutions technologiques. Donc ça, c'est un des premiers piliers. Puis le deuxième pilier, naturellement, il est d'ordre managérial. On ne peut pas assurer une transformation que par le prisme de la veille et de Yaka Faucon où voilà ce qu'il faudrait faire. La mise en opération, elle est compliquée. Naturellement, des inerties de groupe, des inerties organisationnelles, des fois des organisations qui sont latentes depuis 20 ans sur un modèle, qui ont fait leur succès, qui ne fera pas leur succès demain, mais qui sont la résultante d'un management souvent passé qui n'a pas su se renouveler. Le management, c'est comme la vie d'une entreprise, ça évolue. Les organisations sont complexes, elles sont humaines et on voit très bien que la contrainte principalement à la transformation, c'est l'humain. Et il faut entretenir aussi cette culture de l'agilité mentale à épouser de nouveaux modes de fonctionnement pour essayer, tant que faire se peut, de réduire les périmètres, d'avoir une porosité et de l'overlap contrôlée et puis travailler à ce que pourrait être la culture du travail qui soit différente. De toute façon, le Covid ne nous laissera pas le choix. Dans la mesure où, moins jusqu'à la fin de l'année, on va être sur des éléments de 50% de présence en travail ou en présentiel au bureau, beaucoup de solutions à distance qui sont en train de se développer, qui amènent de nouvelles contraintes, qui amènent une nouvelle manière de redéfinir le travail. Donc, la veille, elle est incontestablement clé, elle permet de comprendre, mais elle ne permet pas de tout comprendre, il faut aussi l'interpréter, l'analyser. C'est pour ça qu'il faut être acteur de la veille, un peu comme on le fait avec Lionel. Tous ces éléments nous forcent aussi à travailler sur une partie analytique de tout ce que l'on capte comme information. Très bien. Et puis, on pouvait rajouter une petite illustration qui résume tout ce que tu viens de nous dire en quelques minutes. C'est qu'il faut être… oui, alors ça sera pour après, mais juste le slide d'après nous montre bien qu'aujourd'hui, on a une agrégation, on a une adoption de technologie. Non, c'était le slide d'après, là, tu es revenu sur le slide d'avant, c'est pour ça. Voilà, et c'est plus explicite. Un peu comme à l'image de ce cocktail, si on veut une intégration holistique, de la vraie création de valeur, une véritable agrégation, il faut être en capacité, selon son positionnement dans sa chaîne de valeur, selon son positionnement, selon son business plan, savoir que cette intégration, elle ne se fait que si on essaye, si on arrive, si on comprend comment s'intègre le support, le capteur qui va connecter l'information qui va être traitée en interne ou en externe du dispositif et qui va créer de la valeur. C'était un assez bon résumé des différentes briques que l'on peut rencontrer, soit sous forme d'intégration, par certains exemples qui vous ont été donnés, soit de façon brute, c'est-à-dire simplement avec les sous-jacents comme les quelques-uns que l'on vous a présentés. Bon, très bien, merci. J'ai reçu quatre questions, certaines concernant le territoire, autres la food tech, l'open innovation et la dernière sur la 5G. Alors, je vais commencer par la 5G parce que je sais que c'est une question qui va plaire à Lionel. Est-ce que le phénomène français de défiance à l'égard de la 5G et de l'obsession de l'informatique et des libertés ne va pas freiner ces développements en France et notamment pour la Smart City ? Alors, c'est vrai que la 5G est indispensable pour la Smart City parce que si on veut connecter des centaines de milliers de devices, on est obligé de passer sur cette technologie qui, je vous le rappelle, à l'opposé des technologies 2, 3, 4G qui sont des technologies, on va dire, à peu près identiques. On a une antenne qui émet et puis on a des récepteurs dans une zone de couverture qui reçoivent ces ondes, un petit peu comme quand vous envoyez une pierre dans l'eau. Sur la 5G, on a du beam tracking, c'est-à-dire que l'antenne adresse directement à votre dispositif le message dont vous avez besoin, ce qui permet dans une zone de couverture d'une antenne de mettre beaucoup plus de dispositifs, notamment des dispositifs en forme d'objets connectés. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand on associe l'objet connecté avec de l'intelligence artificielle et de la 5G, si vous lui redonnez une couche de blockchain, finalement, la voiture autonome ne sera pas votre voiture autonome, mais sera vous
en voiture autonome. Bon, vous avez 4 heures pour réfléchir sur le concept. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fake news sur le sujet. Il y a aujourd'hui dans votre maison une borne Wi-Fi qui émet sur la bande des 5 GHz et sur la bande des 2,4 GHz, qui est aujourd'hui une bande sur laquelle se positionnent également les dispositifs 4G. Le dispositif 5G tourne davantage sur les bandes plus proches des 5 GHz. Et puis, c'est vrai que dans un avenir qui sera plus ou moins proche, puisqu'on parlait de 2022-2023, sur les ondes millimétriques, sur les bandes de 25 GHz. Mais ce ne sont absolument pas des fréquences ionisantes, c'est-à-dire des fréquences qui changent l'état de la matière. On n'est pas du tout dans les fréquences ultra courtes que sont les fréquences que vous utilisez quand vous allez enfin, qu'utilise le radiologue quand vous allez lui rendre visite. Donc, il y a beaucoup de fake. Hein. On ne vous a pas passé la petite vidéo de la dame anglaise qui interpelle un pauvre opérateur d'un opérateur télécom en lui disant « Mais vous n'avez pas honte d'installer des antennes 5G, ça donne le Covid ». Donc, voilà, on peut tout mettre sur le dos d'une technologie, mais sachant, ce que je voulais rappeler, voilà, c'est plus ou moins indispensable si on veut vraiment faire de la Smart City et de la voiture autonome, et que de toute façon, ces longueurs d'onde aujourd'hui, on les a déjà autour de nous et de façon bien plus puissante, directement sorties de la bande 5G, enfin de la bande 5G, de la borne Wi-Fi que vous avez chez vous. Alors, ça m'amène à une seconde question concernant la ville. On me pose la question de savoir quelle est la taille idéale d'une ville et la Bretagne répond-elle à ces critères idéaux? Et je rebondis parce que j'ai ma fille qui a une carte de France avec les principales villes de France et à part Nantes, aucune ville bretonne n'y figurait. Donc, est-ce qu'on est, nous, éligibles à la Smart City en Bretagne? Je voudrais faire une toute petite réponse parce que je suis sûr que Mathieu, il a beaucoup d'idées sur le sujet, lui-même habitant comme moi dans des villes qui sont assez denses. Je serais tenté de dire, quand on aura, parce que ça décline forcément, hein, la Terre, c'est 13 000 km de diamètre et ça ne gonfle pas avec les années, c'est toujours comme ça. Quand on aura moins de ressources énergétiques et qu'on devra continuer à amener de quoi nourrir les habitants d'une ville, les villes se redimensionneront naturellement pour être bien plus petites et pour intégrer probablement ce que l'on a montré avec notre jardin connecté, c'est-à-dire avec le projet MyFood, elles seront bien à partir du moment où elles seront dimensionnées pour que les habitants puissent vivre à la fois en harmonie, mais pratiquement sous une forme d'autonomie si le besoin s'en faisait sentir, ce qui n'est pas du tout le cas des mégalopoles aujourd'hui. Okay. Mais Mathieu, lui, il veut rajouter quelque chose, je sais pas. Je vais faire court parce que la Smart City, on pourrait faire une conférence dessus. Je sais bien. On en fera peut-être une ultérieurement. Après tout. Donc, pour répondre très concrètement sur la partie notamment des villes bretonnes, globalement, je dirais que toute ville peut être une Smart City, toute région peut être une Smart Région. Il y a plusieurs enjeux. Premier problème, c'est les enjeux de gouvernance. À quel moment est-ce qu'on a une gouvernance qui permet d'entrevoir une interaction des différents services qui nous sont offerts de manière totalement fluide et accessible, quelle que soit l'heure du jour, de la nuit ou le support? C'est un enjeu de Smart City qui considère qui est à la fois intégré aux grandes villes et puis à la fois aux villes moyennes, qu'importe finalement. Le problématique de l'empreinte environnementale, qui est clé, qui touche tout le monde, qu'on soit une grosse ville ou une petite ville, même si les enjeux sont plus forts naturellement et les contraintes aussi par rapport sur les grandes villes. Un enjeu technologique, d'accès à la technologie et de considérer aussi que la Smart City, pour qu'elle soit une Smart City, doit être une ville dans laquelle la technologie est diffuse et ne se voit pas. Parce que c'est à partir de là qu'elle va être fluide et c'est cette fluidité qui caractérise aujourd'hui une technologie au service de l'humain sans contrainte et sans irritant. Et enfin, le troisième point, c'est la mobilité. Donc, naturellement, en fonction des Smart Cities et de la vision qu'on peut en avoir, sur des régions plus ou moins denses, on va avoir certaines qui vont avoir une vraie cristallisation des différents problèmes sur la mobilité, d'autres plutôt sur l'accès aux services, d'autres plutôt sur des enjeux de gouvernance, d'empreinte environnementale. Donc, il y a énormément d'enjeux et en fonction des situations géographiques, on va avoir certaines tendances, certains enjeux qui vont être plus importants, d'autres peut-être plus challengeants. Et donc, il faut bien aujourd'hui avoir une vision totalement globale de ce que l'on attend du Smart City. Mais globalement, on y attend surtout des services qui soient accessibles, quelle que soit leur finalité, mobilité, assurance, sécurité ou autre. D'accord, très bien. On va finir, on n'a plus beaucoup de temps puisqu'on a dépassé de 5 minutes. Je vais vous demander de répondre, si vous pouvez, en
en 2 mots. Sur ce que vous avez vu sur ce qui concernait les food tech et la restauration au CES, est-ce que vous avez vu quelque chose d'innovant concernant la restauration? T'en fais un, j'en fais un, parce qu'il y en a deux qui me viennent à l'idée, à l'esprit. Oh, vas-y, j'ai pas rien qui vient à l'idée directement. Alors, en fait, il y a deux choses qui nous semblent intéressantes. Un, Impossible Impossible Burger. Food qui a lancé Impossible Pork. Ah, Donc, porc. voilà, Impossible Pork. Donc, vous avez le goût du porc, la texture du porc haché sur un burger, etc., mais à la base de protéines de soja. D'accord? Donc, ça, c'est la première des choses. Protéines de soja qui, naturellement, a d'autres. Donc, un, c'est super, vous ne mangez pas de viande, etc., génial. Pour autant, il y a d'autres préoccupations liées à cela qui sont les sujets autour de la consommation massive de soja qui nécessite beaucoup d'eau et qui aussi, pour les hommes, avec un petit H, nous apportent des hormones féminines qui ne sont pas forcément bonnes à grande quantité. Deuxième chose, vous regarderez le reportage là-dessus sur la protéine de soja qui est absolument passionnant. Et deuxième chose, Meatable, que j'adore, dont j'aimerais tellement investir chez eux s'ils ouvraient leur capital, qui est en fait de la viande qui va faire manger, enfin c'est un service qui fait pousser de la viande, donc pousser le tissu, la fibre musculaire directement en laboratoire et chambre de pousse au lieu qu'on tue un animal. Donc on fait un prélèvement sur la viande porcine, bovine ou de la volaille et on va faire pousser la viande en laboratoire, hein, je vous résume le processus, qui va permettre justement de ne plus avoir comment s'appelle, de tuer à nécessité de tuer des animaux pour pouvoir manger. Donc il y a quelque chose qui est très intéressant là-dessus. Et puis naturellement Beyond Meat, qui est pour moi mon gros coup de cœur de l'année, qu'on n'a pas vu au CES, mais qui est le futur de la viande basé sur une reconstitution à base de protéines de pois et donc qui nécessite moins d'eau, moins de consommation. C'est à peu près les trois trucs que j'ai trouvé intéressants cette année. Et en tout cas, Lionel et moi, on a goûté Impossible Pork, c'est pas vrai. Oui, la mobilisation sur la viande, elle est claire parce qu'on Ouais. sait très bien qu'on a 6 milliards de têtes de bétail pour nourrir la planète et pour nourrir parfois assez imparfaitement et que ces 8 milliards de têtes produisent aussi du gaz à effet de serre. Donc, c'est aussi, ça s'inscrit également dans cette recherche. Alors ça, c'est pas du bas carbone parce que c'est pas du carbone, mais ça reste un gaz à effet de serre et donc c'est aussi dans ce qui transparaît sur la recherche vers une agriculture, si on peut encore appeler ça agriculture, qui soit beaucoup plus respectueuse de l'environnement et de la nature pour à la fois les sols et nous. C'est un sujet en Bretagne, effectivement. L'agrotech est un vrai sujet. Rapidement, les deux dernières. La convergence des expertises est très pertinente. L'open innovation, n'est-ce pas un levier pour demain? Alors, c'était un levier déjà d'avant, mais est-ce que justement, est-ce que ça reste un recours aujourd'hui, plutôt que de faire du développement en interne, ou alors voilà, des associations l'open innovation proprement dites, hein, telles que le pratique par exemple le Village by CA, ils sont très orientés entre les partenariats start-up et grands groupes. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui? Pour faire très court, l'open innovation, ça dépend véritablement de la culture du secteur d'activité. Si on est héritier de la culture informatique, de l'open source, on n'a pas forcément beaucoup de difficultés à faire de l'open innovation. Et là, c'est vrai qu'on va gagner en temps, on va éviter de réinventer chacun dans son petit laboratoire ou dans ses petits services de R&D, le fil à couper le beurre. Si on l'a touché du doigt un jour avec Mathieu, si on est dans le domaine de la chimie, l'open innovation, il faut en parler à personne parce que tout le monde s'accroche et s'arc-boute sur ses brevets. On le voit bien aujourd'hui dans la recherche d'un vaccin contre le Covid. Tout le monde est en train de prier que ce soit les Européens qui le trouvent parce qu'ils se sont engagés justement à le distribuer, alors que les Américains risquent de faire un peu flamber le prix de la dose de vaccin. Voilà. D'accord, très bien. Et enfin, dernière question, c'est vrai qu'on n'a pas traité de ce sujet-là. La question est posée d'une certaine manière, moi je l'élargirai un peu. Quels sont les secteurs d'activité menacés par la blockchain? Donc par rapport au CES, qu'est-ce que vous avez vu? Alors moi j'irai dans les deux sens, je rajouterais quels sont les secteurs effectivement peut-être menacés ou au contraire favorisés et qui sont tout à fait propices à l'application de la blockchain. Est-ce que vous avez vu des applications cette année? Je sais qu'il y avait celle du tourisme, hein, avec notre ami Vidal, qui était cette année au CES français, mais vous, de votre côté, qu'est-ce que vous avez vu en ce sens? Alors, pour moi, je vais pas enfoncer une porte ouverte. C'est évident que tous les tiers de confiance sont menacés.
Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que finalement, l'informatique portable a menacé aussi les secrétaires, etc., etc. Donc, c'est le cycle de la destruction créatrice, comme dirait Schumpeter. Par contre, la blockchain va créer de nouveaux métiers. Et là, c'est clair que dans la façon dont on va avoir besoin, alors je pourrais vous parler pendant des heures sur la blockchain en tant que support pour redéfinir l'individu, pour redéfinir le travail, pour redéfinir la valeur et porter, par exemple, l'échangeabilité. Cela existe aujourd'hui. Depuis la révolution industrielle, les produits, c'est simplement du travail, de la matière première, de l'énergie et du profit. Et à partir de là, on a à peu près défini ce que c'était qu'un produit et le prix d'un produit. Par contre, quand j'ajoute le prix de la toile, les pigments, les pinceaux et la peinture, je ne fais pas un Van Gogh et je n'arrive pas au prix d'un Van Gogh parce qu'on a de l'échangeabilité. On voit bien que la valeur pourrait, avec la blockchain, changer de registre, peut-être davantage s'inscrire dans l'échangeabilité. Et c'est vrai que la blockchain pourrait être un support, je ne donne que cet exemple, en termes d'échangeabilité. Et là, ça veut dire qu'il y aurait certes des métiers qui seraient détruits, mais encore une fois, les Romains ont détruit les porteurs d'eau, alors que c'était le métier le plus répandu dans la Rome antique, et que la blockchain pourrait amener en tant que support des nouvelles façons de définir la valeur. Encore une fois, la valeur telle que je l'ai donnée sur cette simple formule, à date de la révolution industrielle, on n'a pas déterminé la valeur des choses tout le temps de cette façon-là. Et blockchain pourrait être, en tant que support, quelque chose qui viendrait supporter une nouvelle définition de la valeur. Et à partir de ce moment-là, on aurait encore plein de nouveaux métiers qui seraient liés à blockchain. Pour l'instant, on voit essentiellement l'outil, notamment sur la supply chain, notamment sur tout ce qui pourrait être garantie, certification, traçabilité de produits de valeur, comme la Malle Vuitton que vous avez achetée pour Noël, exactement. Mais il faut penser la blockchain plus loin si on veut véritablement appréhender ce que cette technologie donne. J'ai tendance à croire cette phrase qui dit ce n'est pas la blockchain qui change le monde, c'est le monde en changeant qui crée la blockchain. On a encore 4 heures. D'accord. Alors, très très bien. Eh bien, merci grandement, Lionel, Mathieu, pour tous ces éclaircissements et puis tout ce qui nous réconforte, qu'après le Covid, il y a encore une vie qui est basée sur notre capacité à nous adapter, sur notre résilience. Ça tombe bien, je pense que parmi les Bretons, il y a quelques aptitudes, mais les autres aussi. On vous retrouve avec plaisir, peut-être sur la Smart City, on va voir, on va réfléchir à tout ça. Donc Mathieu et Lionel suivent toute l'année les salons, vont au gré des salons découvrir et construire leur bibliothèque d'innovation. Donc je ne manque pas de les sourcer et de les solliciter pour savoir quelles sont les dernières tendances. Merci à tous d'avoir participé à ce premier webinaire. Le mot du président final, peut-être ? Et pardon, Marc Je dis peut-être que le président veut dire quelques mots. C'est ce que j'allais. Tu m'as Voilà, devancé. J'allais donner la parole L'autre chose, avant que j'oublie, c'est juste que tu rappelles les horaires et les sujets pour demain et après-demain. Voilà. Tout à fait ce que j'allais faire. Je te remercie. C'est très bien. J'ai besoin de cette aide-là. Merci, Gaël. À toi. Oh, juste un petit mot. Merci. C'est court. Je suis toujours impressionné par ces cerveaux très bien faits. Moi qui suis plutôt littéraire, donc, on essaiera de faire parfois plus philosophique, mais en tout cas, il y a des pistes. Merci les garçons, c'est passionnant. En plus, vous avez des voix de radio, donc c'est plutôt. On se croirait sur. Je ne vais pas dire France Culture, mais ça marche plutôt bien. Donc, on est une trentaine de participants. Tout le monde est resté sur cette petite heure, donc plutôt un beau succès. Fier de vous, les garçons. Donc, je vous redonne la parole pour annoncer le programme de demain. Et puis, s'il y a des idées dans les participants, s'il y a des idées dans ceux qui nous écoutent, des propositions de webinaire, n'hésitez surtout pas. L'ACB est un open source. Rappelons-le. Tous les sujets sont les bienvenus et littéraires aussi. Il n'y a pas que les sciences, en tout cas, elles sont complémentaires. Donc, nous, on vous propose de nous rejoindre demain soir à 18h30 pour les TPE et les PME, comment s'adapter
à l'après-Covid tout en maintenant son activité. Donc encore une fois, là, les structures peuvent faire preuve de résilience. Ça sera à 18h30 avec Sébastien Berthier, CEO de Gestinov. Et jeudi, je vous invite à nous rejoindre à 17h avec Arnaud Collery, qui est le chef Happiness Officer international, qui est la référence en la matière, pour là nous apprendre à nous, êtres humains, à être résilients et avoir les choses du bon côté, sous le bon angle, pour repartir et se réinventer. Donc 17h30 jeudi soir et 17h jeudi soir et 18h30 demain soir. Je vous remercie à tous, une bonne soirée et merci à tous. Prenez soin de vous surtout. À bientôt. À bientôt. Au revoir.